Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Je suis désolé pour ce retard qu'on a pris pour vous présenter cette émission pour un problème technique indépendant de notre volonté, comme on dit. Écoutez ce qu'écrit sur TSA le très progressiste écrivain Rachid Boujdra au sujet de la visite en Syrie de M. Abdelkader Msahel, le ministre algérien des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes. Abdelkader Msahel a dit ceci, écoutez, je le cite. Rachid Boujdra a dit ceci, je le cite. Cette visite de notre ministre à Damas avec une délégation importante est un signe courageux de la diplomatie algérienne en particulier et de l'État algérien en général. Aucun pays arabe n'oserait faire une telle démarche de peur de fâcher le grand ogre américain et le gros faucon saoudien, etc., etc. Fin de citation. Rappelons d'abord que la visite de Msahel en Syrie a été précédée il y a quelques semaines par celle de Walid El-Mouallem, le ministre syrien des Affaires étrangères, qui s'était rendu en Algérie où il a été reçu en grande pompe par le désormais très virtuel président algérien. Rappelons aussi que l'Algérie est peut-être le seul pays arabe, ou supposait-elle, qui opte pour un soutien ouvert et déclaré au régime syrien et qui s'est abstenu de façon remarquée de voter des résolutions de l'organisation pan-arabe visant à condamner le régime syrien et son allié, le Hezbollah, de la même manière qu'elle a observé à l'endroit de la question yéménite une attitude tout à fait opposée à celle de la Saoudie. Puisqu'elle a été le seul pays arabe à avoir refusé de participer aux opérations de guerre mises en branle et dirigées par l'entité wahhabite contre les populations yéménites. Venons-en maintenant à d'autres constats. Un certain background, si je peux dire, qui nous permettra un temps soit peu une grille de décryptage d'une situation particulièrement complexe et qui a provoqué des migrations de convictions d'un camp à l'autre selon des considérations idéologiques et d'autres. D'ailleurs, ce problème que nous évoquons aujourd'hui, celui de la visite de Msahel en Syrie, où il est allé déclarer que l'Algérie était venue apporter son expertise de lutte contre le terrorisme et de réussite dans la réconciliation nationale sont tout à fait ahurissantes pour un régime qui a lui-même fabriqué le terrorisme qu'il a combattu pour des raisons autrement plus complexes qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui. Il a créé à peu près 90% du terrorisme qui a dévasté l'Algérie, qui a provoqué 250 000 morts. Et les 10% restants, ce véritable terrorisme créé par les vrais islamistes, et il les a poussés à monter au maquis ou à mourir sur place, comme ça a été le cas des 25 000 personnes qui ont été enlevées de leur domicile. On leur a pas laissé le choix, soit d'être enlevées et exécutées sur le bord des chemins, soit de monter au maquis. Mais enfin, donc nous allons essayer de comprendre un peu le contexte. Nous sommes en Tunisie, à la fin de 2010 et au début de 2011. Le printemps arabe vient de fleurir. Personne n'a vu venir. Et le mouvement spontané et massif, quoi qu'en disent les uns et les autres, a pris tout le monde au dépourvu, y compris les meilleurs services secrets du monde, y compris le Mossad. Tout aussitôt, le régime algérien propose son aide au régime tunisien. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi il propose son aide contre le peuple tunisien? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne pouvait permettre une vraie révolution contre un vrai régime despotique, son allié naturel, dans un pays mitoyen. En fait, ce que voulait le régime, c'est qu'il y ait des régimes frères et pas des peuples frères. Fort heureusement, et question qui n'a encore jamais été livrée jusqu'à ce jour aux opinions publiques, les généraux de l'armée tunisienne ont poliment mais fermement décliné les appels du pied de leurs homologues algériens de mater dans le sang la révolution tunisienne.
Le peuple libyen s'engage tout aussitôt dans un même processus. D'autres diraient le peuple libyen a été contaminé. Et d'autres diraient encore que la main étrangère a déclenché la révolution libyenne. Puisqu'aujourd'hui, il est de bon ton, dans les audits progressistes, de présenter les despotes d'hier comme des héros immaculés, les champions de leur peuple, ou du moins les remparts du modernisme contre l'obscurantisme. Et là aussi, tout aussitôt aussi, le régime algérien vole au secours de Kadhafi. C'est un pan de l'histoire qui n'a pas encore, lui aussi, révélé tous ses dessous. Mais il ne fait aucun doute que si ce n'était l'aide que le régime algérien a apportée à Kadhafi, celui-ci serait tombé dès les premiers jours de l'intifada. Le régime algérien a mis toutes ses forces dans la balance, toutes celles, du moins, qu'il pouvait déployer sans gêner son protecteur français, jusqu'à ce que celui-ci lui ordonne, ou plutôt lui enjoigne, de façon très ferme, de mettre immédiatement fin à ce soutien. Et là, tout de suite après, Kadhafi est tombé. Pareil pour la Syrie. Rappelons qu'en Libye, comme en Syrie, les peuples ont commencé à revendiquer de façon pacifique. On ne le dira jamais assez. On ne peut plus pacifique un changement de régime qui était demandé par des gens pacifiques en pleine rue, avec des enfants, des femmes, des vieillards. Et ce sont les régimes qui ont commencé à réprimer dans le sang les manifestations avec une violence inimaginable, inimaginée, sauf pour ceux qui l'ont subi, en commettant dès le début de véritables carnages. En Syrie aussi, le DRS de Tawfiq vola au secours du despote, non pas en lui apportant une quelconque aide logistique, le régime syrien n'en a pas besoin, puisqu'il était puissamment armé pour la répression populaire, mais en lui apportant les conseils du meilleur expert au monde, et je pèse mes mots, en termes de création et de manipulation du terrorisme. Là aussi, l'histoire n'a pas encore livré tous ses secrets, mais tous les initiés vous diront que les généraux algériens du DRS, tout particulièrement, ont conseillé à Bachar, s'il voulait rallier autour de lui des forces considérables, celles de l'Occident et celles occidentalistes des pays arabes, ou dits arabes, des éradicateurs de tout poil, si je peux dire, de djihadiser ceux qui le combattaient. Il lui fallait, lui ont-ils soufflé, que ceux qui lui résistaient et qui allaient finir par le chasser soient remplacés par des djihadistes sanguinaires, formule JIA. Des bourreaux, des égorgeurs, des démolisseurs du patrimoine historique de l'humanité. C'est cela, le plus beau cadeau que le régime algérien a fait à son homologue syrien, un conseil d'experts en la matière. Et chose dite, chose faite, le djihadisme fut installé en Syrie du jour au lendemain, changeant toute la donne. Entre-temps, les forces réactionnaires, alliées à des forces qui leur étaient naturellement acquises, allaient curieusement faire une jonction, mais une jonction laborieusement recherchée, savamment orchestrée, entre ces forces contre-révolutionnaires, celles des régimes despotiques, celles du sionisme, celles du réel politique occidental. Avec qui, à votre avis, devinez? Avec les forces véritablement progressistes de ces pays. Eh oui. En Tunisie, par exemple, avec l'aide du régime algérien, qui était entré par la fenêtre de la manipulation, puisque les généraux tunisiens lui en avaient refusé la porte de l'interventionnisme et de l'interruptionnisme, des groupes djihadistes furent créés du jour au lendemain, qui apportèrent la mort et la meilleure aide jamais espérée par l'ancien régime et ses affidés. Chaque coup de boutoir que portaient ces djihadistes tunisiens, chaque crime, chaque attentat à la Tunisie, à ses leaders démocratiques, à son tourisme, à sa sécurité, à son économie, discréditait un peu plus les islamistes d'Ennahda, qui avaient été élus pourtant. Et les progressistes tunisiens, ceux qui avaient accepté le verdict des urnes, mutèrent presque tous en éradicateurs de djihadistes, voire même en islamophobes, voire même en islamistophobes, ou plutôt l'inverse.
Ils mutèrent en islamistophobe, puis en islamophobe tout simplement. Des gens qui faisaient feu de tout bois quand ils disaient vouloir éradiquer l'islamisme avaient désormais table dressée, au point où les Tunisiens en étaient arrivés à regretter l'ancien régime. Ben Ali devint une figure de paix et d'ordre. Kadhafi, un héros qui n'avait jamais opprimé son peuple. Sisi, celui qui sauva l'Égypte des eaux. Bachar, le rempart républicain contre l'obscurantisme et le fanatisme. Mais s'il n'y avait que ça, la situation allait se compliquer encore davantage, puisque le Hezbollah, unanimement admiré jusque-là, et j'étais de ses admirateurs, par les musulmans du monde entier, sunnites ou chiites, qui n'avaient rien à faire de ces clivages créés de toutes pièces, allait voler au secours de Bachar. Le Hezbollah allait voler au secours de Bachar, couronné désormais par ce dernier, protecteur de la Palestine, le pilier principal de l'axe de la lutte contre le sionisme. La situation venait encore de se complexifier, encore plus qu'elle n'était. Le chiisme et le sunnisme étaient entrés dans la danse. La Saoudie, qui avait soutenu Sisi contre le peuple égyptien, s'était mise en tête, pour d'autres stratégies, d'autres objectifs inavoués, de soutenir le peuple syrien. Ou plutôt, les groupes djihadistes qu'elle y avait injectés elle-même, elle aussi, contre celui qu'elle qualifiait désormais le despote. Vous voyez, la notion de despote n'est pas la même selon qu'on change de pays et d'alliés. Et là aussi, complication. Ceux qui détestent le wahhabisme et la Saoudie, généralement les progressistes, se sentent eux aussi rangés presque naturellement aux côtés du boucher de Damas. Pendant que ceux qui sont du côté de l'islamisme, même modérés, même démocratiques, se sont rangés tout naturellement du côté des djihadistes, parfois même du côté de Daesh, au prétexte de rallier le peuple syrien contre le despote. Pendant ce temps, la Syrie était réduite en ruines fumantes, ses populations réduites en charpie, sa situation utilisée comme échiquier par des stratèges et d'autres, par des charognards et d'autres, comme c'est le cas du régime algérien aujourd'hui, qui s'en sert pour régler ses comptes avec la Saoudie et qui se sert de ce conflit larvé avec cette même Saoudie pour se concilier ces fameux progressistes qui sont devenus les alliés naturels de quiconque casse du wahhabisme et roule, remoule aujourd'hui. Algérie Focus. Diplomatie, le choix risqué de l'Algérie en Syrie. Par Essaïd Ouekli. Le Maghreb. Messahel souligne en Syrie nécessité de conjuguer les efforts pour lutter contre le terrorisme. Par Khadija M. Tribune des lecteurs. La visite de Messahel en Syrie traduit les nouveaux rapports de force dans la région. Un message fort d'Alger par Nabila A. Compliqué, n'est-ce pas? C'est pour ça que, normalement, pour ce genre d'émission, ce n'est pas une émission qu'il faut. C'est au moins une dizaine, hein, c'est une série, pour essayer d'expliquer, et encore, expliquer, ça reste très relatif, parce que quand il est question d'idéologie, de conviction, d'engagement, ce n'est jamais facile. Avec nous aujourd'hui, pour en discuter, pour en débattre, Montassar Oubatroun, chercheur en histoire et journaliste, et Karim Tabou, président de l'Union démocratique et sociale. Je donne la liste de mes invités, comme toujours, par ordre alphabétique. Montassar Oubatroun, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Montassar. Montassar, alors, pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de cette visite de Messahel en Syrie et de ses déclarations? Il a déclaré notamment, et en substance, apporter l'aide et l'expertise d'Algérie dans la lutte antiterroriste et son expertise et son aide dans la réconciliation nationale.
Je dirais que l'expérience, si on parle d'expérience de lutte antiterroriste, je crois que c'est à la Syrie de nous transmettre une expérience. Si on compare justement les types de terrorisme, qu'importe, c'est-à-dire celui qui l'a provoqué, il y a toujours à discuter dans ces questions. Mais quand on voit les groupes, les différents groupes en Algérie, les JIA, les modes opératoires, par rapport à la Syrie, où on a vu carrément des dizaines de milliers de commandos, de Daesh, de Nusra, de gens entraînés par différents services, notamment par la CIA, de l'aide d'Israël. C'est-à-dire là, il faut dire que c'est à l'armée syrienne de nous transmettre une expérience. Ça m'étonne fort qu'on puisse lui apporter quelque chose. Ça sur un plan pratique. C'est-à-dire la question, elle est complexe. Elle est complexe. On a vu ces conflits. Vous avez donné un aperçu sur ce qu'on appelle le printemps arabe, notamment ce qui s'est passé en Tunisie, après la Libye, après l'Égypte, etc. On sait aussi, il faut le dire, que ça a été accompagné d'une grande campagne de propagande et de mensonges aussi. Maintenant, on voit, c'est-à-dire les choses un peu plus claires. Quand on voit, vous avez parlé de Kadhafi, oui, je suis d'accord avec vous, Kadhafi est un despote, mais je reste convaincu que Kadhafi a été assassiné d'une manière affreuse. Ce qu'a fait justement, je sais que l'OTAN a tué plus de Libyens que l'a fait Kadhafi. On nous a chanté que Kadhafi, les avions libyens ont bombardé le peuple libyen. Maintenant, y compris l'OTAN, personne ne, c'est-à-dire ça c'est pas prouvé. Les chiffres ont été gonflés. Et on a mieux. On a des gens qui sont supposés être de l'opposition, qui ont pris des avions avec l'accord de l'OTAN et qui ont bombardé. Combien de Libyens ont été tués? C'est les choses qu'on veut cacher aujourd'hui. Je ne dirai jamais que Kadhafi, je l'aimais pas. Vous avez parlé de progressistes. J'en connais des progressistes qui avaient l'habitude d'aller à Tripoli pour organiser des séminaires pour Kadhafi, qui prenaient de l'argent. Personnellement, je le vomissais. Après, quand il y a eu cet engagement de l'OTAN, ils sont venus chercher à ce qu'on leur signe des pétitions. Personnellement, j'ai dit, je suis prêt à mourir avec lui maintenant. C'est pas parce que je suis des despotes. Les positions donc de l'Algérie, vous avez parlé aussi du Hezbollah. Je ne suis pas d'accord avec vous, M. Benchenouf. Hezbollah n'est pas, ça m'étonne qu'un mouvement de résistance comme Hezbollah puisse soutenir Bachar et que Bachar ait le boucher. Ça, je pense que c'est des expressions à laquelle la presse mainstream a bombardé sur plusieurs années. Et ça m'étonne que le problème est dans Bachar. Bachar, cet ophtalmologue je pense que Bachar n'est pas tombé, contrairement à ce que disent les Occidentaux et ceux qui ont essayé de faire valoir cette question de alaouites, chiites. La majorité de l'armée syrienne, c'est des sunnites. Et c'est grave. Pardon de vous contredire, Montassara Obatron. Effectivement, la majorité de l'armée syrienne est sunnite. La majorité du commandement, depuis les sous-officiers jusqu'aux officiers généraux, sont alaouites. La majorité des cadres sont alaouites. La majorité des médecins sont alaouites. La majorité des universitaires sont alaouites. La majorité des journalistes sont alaouites. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des chiffres. Mais monsieur les alaouites restent une minorité. Oui, mais ils sont majoritaires à tous les postes clés du pays. À tous les postes clés du pays. Mais tout le monde est d'accord, si les sunnites étaient contre Bachar, ils seraient tombés la première semaine. Ils ne pourraient pas... C'est un autre débat, mais qu'on ne nous dise pas la majorité de l'armée sunnite et de l'armée syrienne est sunnite. Oui, la majorité des troufions est sunnite, la majorité des commandements est alaouite. La majorité de tous les cadres est alaouite. La majorité des industriels est alaouite. Sinon, en deuxième position, une autre minorité chrétienne. Et ensuite vient le tout venant sunnite pour boucher les trous. Mais restez avec nous, Montassar Obatron. Je vous redonne la parole. Vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. Karim Tabou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Merci, c'est Jamal. Et merci pour notre invité. Merci à vous. Et nos téléspectateurs, bien sûr. Merci. Karim Tabou, alors votre
avis sur cette visite de Msahel en Syrie avant d'en arriver à des questions plus détaillées? Si Jamal, moi j'aimerais d'abord commencer par vous faire signaler que moi je suis pas expert dans les groupes armés ni dans le terrorisme. Également, je suis pas expert en géopolitique. Mais toutefois, mes observations sont des observations de bon sens, tout simplement. Il se pourrait que je me trompe sur l'interprétation que je risque de faire des événements. Mais toutefois, l'Algérie, contrairement à ce qui est paru dans le reportage que vous avez passé, le message fort d'Alger, il n'y a pas de message fort d'Alger. Quand on est faible, on ne peut pas émettre un message fort. Aujourd'hui, il n'y a que les forts qui peuvent émettre des messages forts. Parce que les concepts, les mots, maintenant, chez nous, c'est devenu des biens vacants et on fait un usage un peu abusif parfois. Je pense que l'Algérie est d'abord, en tant que régime, cherche à se placer, cherche à trouver les appuis, cherche à se faire accepter. La situation politique du pays est telle que le régime a besoin du soutien international. Parce que tous les soutiens internes sont perdus et donc il cherche à avoir des soutiens de l'extérieur. Ces soutiens à l'extérieur demandent des concessions, demandent même parfois des compromissions, demandent que l'on laisse des sujets qui devaient être l'essentiel des débats. Parce que il y a quelques années, on nous promettait, on nous disait qu'un des axes majeurs, voire essentiels de la politique du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, était de redonner à l'Algérie sa place dans le concert des nations. Et aujourd'hui, les positions officielles exprimées par Messahel et autres sont là et elles prouvent toute la faiblesse de l'Algérie en tant que régime et donc de sa diplomatie. Je pense qu'il y a des problèmes qui se posent à nos sociétés d'une manière générale. Les gens qu'on appelle les émancipés, les progressistes ou les démocrates. Malheureusement, dans nos sociétés, on croit que les progressistes et les démocrates, ce sont ceux qui s'arriment à l'Occident. Il y a beaucoup de fausses croyances. En Algérie, par exemple, on a vécu une situation qui a fait que se proclamer démocrate, tous ceux qui considéraient qu'être démocrate, c'est être contre les islamistes. Et ils pensaient qu'il leur suffit d'être contre les islamistes pour se proclamer démocrate et moderniste. Et en fait, on a trouvé ces gens plus fascistes, plus violents, plus, fermés que ceux qu'on accuse de fascisme et de terrorisme. Donc, et ça, c'est valable également dans d'autres sociétés. On a vu la montée en puissance dans une certaine période de ceux qui se proclamaient de démocrates, de laïcs, etc. en Tunisie, et qui considéraient que la République pouvait être protégée par les armes ou par la puissance. Mais bien sûr que l'allié objectif des régimes despotiques et dictatoriaux est la violence. La violence sous toutes ses formes. Et ces régimes-là, ils ont un art particulier de tout faire pour balancer, pour basculer tous les mouvements citoyens, tous les mouvements revendicatifs, tous les mouvements qui émanent de la société. Et assez souvent, le régime, il a une recette magique, il a une procédure simple. Soit il fait basculer ce mouvement dans l'archaïsme et il le fait porter par des segments les plus archaïques et les plus violents de la société, soit il recourt à la méthode qui est classique, qui est la violence. La violence, et dans le cas algérien, on a vécu, la dernière expérience fut les événements en Kabylie, qui étaient portés par un mouvement citoyen constitué de médecins, d'avocats, d'enseignants, d'étudiants, de lycéens, de femmes et d'avocats et tous les segments porteurs d'espoir, porteurs de projets alternatifs. Et on a bien vu comment ce mouvement a été tout simplement détourné et le donné sur un plateau d'argent à un mouvement archaïque, un mouvement aux méthodes fascistes pour achever tout simplement et mettre fin à ce mouvement. Justement, Karim Tabou, justement, vous arrivez au cœur de ce sujet.
expliquez-nous un peu, vous, l'homme de gauche, l'homme de conviction, comment tous vos anciens camarades, pas tous, nombreux parmi eux du moins, qui vraiment portaient les valeurs de gauche toute leur vie et de toute leur force, comment en sont-ils arrivés à un tel manque de discernement pour tomber dans l'escarcelle de ce régime qui les a amenés en manipulant la violence terroriste, justement, en manipulant ces terrorismes qu'il a lui-même créés. Comment sont-ils tombés aussi facilement dans ce panneau? Comment? Expliquez-nous. Par peur? Par oui, mais quoi? Si jamais une des fonctions essentielles de la violence et de la dictature, c'est la décimation de l'élite, c'est justement rendre impossible la compréhension des situations. C'est désarmer moralement les populations, c'est désarmer l'élite de toute capacité de discernement. Et la logique qui consistait à augmenter de la violence d'un côté et à ne laisser d'issue de secours, entre parenthèses, à cette élite, que la compromission, que le confort que lui proposait le régime a fait qu'une grande partie de notre élite se retrouvait tout simplement dans les bras du régime qui pensait que la priorité serait de combattre, entre parenthèses, le terrorisme et assez souvent de combattre l'islamisme avec tous ses corollaires, qu'ils soient violents ou qu'ils soient politiques. Et cette logique-là existe autant dans notre société que chez les Tunisiens qu'ailleurs. Bien sûr que les caractéristiques sont différentes. En Tunisie, souvenons-nous, le lendemain du départ de Ben Ali, il y a eu Rannouchi qui s'était autoproclamé chef d'État par intérim, et on a bien vu les premiers à descendre dans la rue, c'était les avocats qui disaient non, l'acte fondateur de la nouvelle République ne serait pas la violation de la Constitution. Au contraire, c'est entamer un processus politique qui redonne la parole au peuple. Ça, peut-être ce niveau de compréhension, ce niveau de structuration de l'élite est différent d'un pays à un autre. C'est la même chose en Libye. On a bien vu, et moi je disais dans l'une de vos émissions, qu'aujourd'hui il y a quand même une élite qui est là, qui est en train de se chercher, qui essaye de trouver les mots politique par lesquels il va construire son avenir. En tout cas, ce qui se passe en Syrie, c'est un jeu encore plus compliqué, parce qu'il est complexe, parce qu'il y a des acteurs qui sont assez souvent des acteurs qu'on ne voit pas. Moi, je suis d'accord avec ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de milice armée dans le monde, qu'il n'y a pas d'organisation puissante armée qui n'a d'affiliation directe ou indirecte à des services de renseignement. Malheureusement, la Syrie est devenue aujourd'hui le théâtre de ces luttes-là, et l'apport de l'Algérie pour Damas est avant tout un apport. Je ne pense pas que ce soit une attitude comme ça de réponse à l'Arabie Saoudite ou à la position de l'Arabie Saoudite par rapport au Sahara occidental et par rapport au Maroc, etc. Je pense également que l'Algérie cherche à se trouver un petit espace, un coin dans lequel elle va essayer de placer son jeu. Et l'avenir nous le dira. En tout cas, les accords, les ententes qui sont en train de se dégager éventuellement sur la concession que va être accordée Bachar al-Assad à l'État d'Israël sur les territoires occupés, je pense que ça va tout simplement constituer un des éléments importants des négociations, donc des accords qui vont être dégagés. Et je pense que devant les puissants, on n'a pas une marge de manœuvre assez large. Malheureusement, je dis, les relations internationales aujourd'hui sont basées sur une relation toute simple. Je préfère la dire باللهجة تاعنا بالدارجة، ولا عندك نظام قوي عنده شرعية، عنده مصداقية، عنده جبهة داخلية قوية يخدموا معاك، ولا عندك نظام ضعيف، جبهة داخلية ضعيفة يخدموا بك، soit يخدموا معاك ولا يخدموا بك. Restez avec nous, Karim Tabou, sur ces très belles paroles. Je reviens à vous dans un petit instant. Montassar Oubatron. Oui. Karim Tabou vient de nous livrer une formule que je trouve personnellement lumineuse. Il dit que... Absolument, que je partage d'ailleurs. Oui, et il nous dit que
ce genre de régime use, quand je lui posais la question, comment les élites ont-elles fait pour balancer, pour basculer aux côtés du régime, devenir son allié naturel, il nous a dit, j'ai noté, que la meilleure formule, que la meilleure technique, la meilleure méthode pour ces régimes consiste justement à désarmer les élites de toute capacité de discernement. Ça veut dire, essayez de nous expliquer un peu, Montassar Ouboutron, comment, je finis juste ma question, comment sont-ils arrivés aujourd'hui, les élites tunisiennes qui, grâce, je ne dirais pas à cause, grâce au terrorisme djihadiste, ont toutes basculé du côté de l'ancien régime, ou presque. En Libye, les élites, grâce au terrorisme qui fait des ravages en Libye, ont toutes basculé du côté de l'ancien régime et des forces réactionnaires. En Égypte, ce n'est même pas la peine de rappeler ce qui est arrivé. En Syrie, pareil. Comment, expliquez-nous, Montassar Ouboutron, comment ces élites, ou supposées être des élites, peuvent être tellement incapables de discernement pour tomber tout rôti dans l'assiette du régime, des régimes? La peur, le terrorisme n'a pas uniquement sens de prendre des armes, d'égorger. La terreur aussi, c'est de faire vivre les gens, les empêcher de penser, porter atteinte à leur droit à la vie, au point où ils se contentent justement pourvu qu'on y vivant. Et on le voit dans plusieurs pays, notamment ici en Algérie, à chaque fois quand on parle d'injustice, de la nécessité de changer les choses, les gens, nos concitoyens nous le disent. Maintenant, il y avait la terreur, on ne pouvait pas dormir, on avait peur. Donc les gens, cette quête de paix rend les gens pratiquement, ils ferment les yeux, ils acceptent, ils voient s'ils sont en vie, c'est déjà... Mais pas les élites, Montassar, pas les élites. À la limite, le commun, comme on dit, excusez-moi d'utiliser d'un terme aussi trivial, mais les élites, celles qui sont capables d'analyser des faits, de prévoir, de comprendre, de sasser. Mais les élites, ils choisissent leur camp selon leur intérêt. Ah, donc ce ne sont plus des élites alors. C'est comme le disait une expression de Lénine. Il dit que les intellectuels sont les gens qui sont plus prédisposés à la trahison parce qu'ils ont la capacité de la justifier. Oui, donc en effet. Les élites, Tabou que je connais toujours les positions. Il y a toujours des élites qui ont toujours refusé. Ils sont restés sur leur position. Ils se trompent des fois, oui, comme chaque être humain, mais ils prennent des positions justes. Mais les élites dont vous me parlez, c'est des élites vendues. C'est des gens qui changent de position. Et comme je vous ai parlé, je connais des gens de gauche, je ne veux pas citer leur nom, ils allaient à Tripoli pour organiser les... J'en connais aussi, rassurez-vous, Montassar, j'en connais aussi. Mais Montassar, j'aimerais vous poser une question centrale. Je connais vos engagements, je connais votre militantisme. Quand vous parlez du Hezbollah, vous m'avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec moi. Je vous rappelle que personnellement, j'étais un fan, pour ne pas dire un militant du Hezbollah que j'admirais. Parce que pourquoi? Je considérais que ce genre de mouvement pouvait rassembler les musulmans du monde entier, pratiquants ou non, sunnites ou chiites ou n'importe quoi. Pourquoi? Pour démolir, pour déraciner tous les vieux systèmes, tous les oppresseurs qui utilisent justement ces clivages pour nous dominer. Je le pensais sérieusement et sincèrement. Or là, au prétexte de voler au secours de Assad, qu'il a couronné le plus grand résistant contre le sionisme, en fait, il a rejoint une tendance, une mouvance chiite qu'il est en train d'aider contre le peuple syrien. Parce que je vous rappelle une chose, Montassar Ouboutron, les premières manifestations du peuple syrien étaient des manifestations pacifiques. Il n'y avait pas de mouvement islamiste, il n'y avait pas de mondialistes djihadistes, il n'y avait que des populations syriennes, toutes tendances confondues, qui revendiquaient la liberté et le droit à la dignité. Expliquez-nous un peu cette position du Hezbollah. Justement, on a l'exemple tunisien qui est parfait. On a un exemple qui est libyen,
ça a commencé par une manifestation de citoyens pacifiques et qui a tourné, même pas en 24 heures, on a vu des gens qui étaient en possession de 12K, de mitrailleuses, d'anti-aériens, donc c'est tombé d'où? Tout comme en Syrie, c'est vrai, les premières manifestations, on n'a jamais dit que le régime syrien était un régime démocrate, ni celui de Hafez, ni celui de Bachar. Ils sont comme tous les autres régimes, mais quand même il y a eu, et maintenant tout le monde s'accorde à dire que la Syrie, en fin de compte, c'est une guerre mondiale qui se joue, c'est des forces qui s'affrontent. La Syrie n'est que le terrain, justement, d'affrontement de puissances, d'équilibres mondiaux, et ça commence à être de plus en plus visible. Aujourd'hui, la question syrienne, justement, avec toutes les positions. Quand on a vu, par exemple, la position de la France, on comprend tout. La France qui bombarde des terroristes islamistes au Mali et qui donne des armes, de l'argent, qui envoie des encadreurs, des colonels. Même, pourquoi le terrorisme il est bon au Mali à mater et en Syrie non, il est à entraîner, à enrichir, à promouvoir en armes. Donc c'est toute cette question qui reste ambiguë. C'est pour ça qu'on peut être d'accord sur une chose. Le peuple syrien, c'est le peuple syrien, je ne parle pas d'armée libre, comme on dit, ni de Nusra, ni de Jeunes de Cham, ni de tous ces groupes. Le peuple syrien, le monde entier, on doit être là pour que la parole soit donnée à ce peuple qui choisit. C'est à lui seul. Et je suis d'accord avec la position qu'a développée la diplomatie russe. Même la réponse de Poutine. Et je rappelle que celle-là est en Russie aujourd'hui. Curieusement, Montassar Abotron, celle-là est en Russie aujourd'hui. Il faut que la parole soit donnée. Tout comme le régime algérien, il doit d'abord, avant d'aller parler de Syrie, on doit donner aussi la parole au peuple algérien pour qu'il puisse choisir justement ses structures, son régime. C'est valable pour tous les pays, et surtout, et je dis bien surtout, pour ceux qui sont en train de financer, de donner des leçons. D'ailleurs, je suis d'accord avec ce qu'a dit un jour Ahmadinejad. À la limite, l'Iran, on peut dire ce qu'on peut, mais dans l'Iran, on élit un peu un président. Dans tous ces pays qui veulent donner des leçons de démocratie, ils n'ont même pas de municipalité. Montassar Abotron, je suis d'accord avec vous, hein, je suis d'accord avec vous pour ce que vous venez de dire. Dites-moi, aujourd'hui, Sellal est parti pour une visite officielle en Russie. Curieusement, voilà. Vous y voyez quoi? Est-ce que c'est une coïncidence avec la visite en Syrie? Non, c'est exactement ce qu'a développé mon ami Tabou. Oui. C'est-à-dire qu'on cherche des équilibres. Maintenant, tout le monde sait que, y compris la France, elle commence à tergiverser par rapport à cette question de Syrie. Personne ne tient exactement le pouvoir. Donc la question, elle est en train de se négocier entre les USA et les Russes. Restez avec nous, Montassar Abotron. Je reviens à Karim Tabou. Karim Tabou, vous avez dit tout à l'heure, et je vous poserai une autre question juste après, vous avez dit tout à l'heure que le régime algérien est en train de se préparer, de se ménager un espace stratégique pour placer son jeu. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Tout le monde sait que le régime algérien est en phase et traverse une situation un peu particulière. Le président est malade et avec tout ce que cela comporte comme risque et puis des indices qui ne sont pas encourageants sur le plan économique. Et vous savez très bien que le régime algérien ces dernières années se suffit d'avoir la reconnaissance de l'extérieur, donc son admission par les puissances occidentales. Et j'avais dit dans une émission récemment que la diplomatie algérienne avait adopté une politique qui était toute simple. C'est tout céder à l'extérieur et tout prendre à l'intérieur. Et je pense que le régime algérien n'a pas de vision stratégique pour se positionner dans les enjeux mondiaux. Ce qui intéresse les gens qui gèrent ce pays, c'est leur maintien, c'est les complicités qu'ils peuvent avoir de l'extérieur. C'est pour cette raison qu'ils cherchent le moyen. Ce sont des embusqués
dans la diplomatie et ils cherchent des opportunités pour s'acoquiner avec les uns et les autres. Je ne suis pas bien sûr spécialiste de la question syrienne, mais en observant un peu de loin, moi, je pense que dès lors que les Américains et les Russes se sont commencés à tomber d'accord, à trouver des terrains d'entente, probablement sur des territoires qui vont être cédés par la Syrie, qui vont être plus revendiqués par la Syrie à l'État d'Israël, ça peut être un point d'entente important autant pour la Syrie que les États-Unis. Et finalement, les États-Unis accepteraient le cas, dans cette éventualité, le maintien de Bachar al-Assad parce que une Syrie affaiblie avec un président affaibli à ce point pouvait être l'allié le meilleur pour l'État d'Israël, donc pour tout le monde. Et l'Algérie essaye de se placer dans cette composition en disant pourquoi ne pas se saisir de cette opportunité et montrer notre disponibilité à participer, à mettre en place des processus. Et bien sûr, tout ça se fera contre la démocratie, contre les droits des peuples, contre la liberté tout simplement. Et là, je ne veux pas trop, m'impliquer dans le débat sur la Syrie. Je n'ai pas de données précises pour avoir une position claire sur le sujet. Voilà le jeu que joue le régime algérien dans cette équation-là. Et je pense que l'essentiel pour le peuple, pour le pouvoir algérien, c'est qu'il sait très bien que nous allons rentrer dans une zone, dans les toutes prochaines années, peut-être dans une année, dans 2 ans, dans une zone, j'allais dire, d'observation. Il va y avoir des élections présidentielles en France, il va y avoir également des élections présidentielles aux États-Unis, et je pense que ce sont 2 années d'observation. Il va y avoir certainement des répercussions sur nos choix politiques, sur les choix politiques du régime algérien. Et certainement l'Algérie essaye de se trouver un petit espace dans tous ces enjeux-là. Karim Tabou, je vais vous poser une question. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vous demanderai d'y répondre le plus brièvement possible, qu'il vous sera possible. Les régimes despotiques, comme les nôtres, ont ceci de commun que quand ils tombent, curieusement, c'est le déluge. C'est comme s'ils s'étaient arrangés pour que ce soit eux ou le déluge. À votre avis, comment ça se fait qu'il n'y en ait pas un seul qui soit tombé et qui ait été remplacé au pied levé par les peuples, par des régimes, par des systèmes plus démocratiques? Pour qu'ils soient tombés totalement, c'est très rare parce que ils sont là, le régime il est là avec tout ce qu'il a sécrété comme structure, comme idée, comme mentalité, comme pratique. Et on a bien vu, et c'est vérifié autant en Égypte qu'ailleurs, que même la tombée d'un homme, d'un président, aussi puissant que soit-il, mais les ressources, ce qu'il a sécrété comme système de gouvernance, comme système de gestion de l'État, et il est là, et ils sont à l'affût de toutes les opportunités possibles pour punir tout simplement les peuples. Je pense que nous, en Algérie, on a eu une bonne expérience. Nous avons été punis collectivement pour avoir osé demander la liberté en 88. Merci Karim Tabou. Merci. Merci Karim Tabou. Je suis obligé de vous interrompre pour laisser 1 minute à Montassar Oubetron avec une question que je voudrais lui poser. Et merci à lui de me répondre très vite. Montassar Oubetron, vous croyez que la France est en phase, est en passe de laisser tomber le régime algérien en ce moment? Ça m'étonne. Ça m'étonne fort. Parce que justement, elle l'a pas laissé depuis 62. Je partage un petit peu l'avis de Karim Tabou pour dire que qu'en 88 déjà une chance a été ratée, mais pour l'Algérie c'est carrément depuis 62. Je considère que c'est plus une passation de consigne qu'une indépendance. Mais quand on voit justement ce qui s'est passé à partir de 2010. À l'exception du cas que je trouve très encourageant de nos voisins tunisiens, le reste, il rentre dans cette même campagne. Et je considère que on est carrément avec la tombée de l'Irak, etc.
c'est la période de recolonisation et le peuple algérien, il a déjà entendu ce discours que l'OTAN, les premiers tracts avant 1830, ils portaient justement, ils disaient aux populations arabes, kabyles, nous les Français, on est vos amis, on vous apporte la liberté, on est juste venu vous débarrasser du despote. Merci, merci, je suis vraiment désolé aujourd'hui d'avoir interrompu mes deux invités en fin d'émission. C'est vraiment une contrainte de temps. Merci donc à eux. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Pardon de ne pas avoir ouvert le standard aujourd'hui. بقاو على خير بسلامة.